Salut à tous! Aujourd'hui, on va enfin afficher des pixels en couleur sur Atari ST. La dernière fois, on a déjà fait ça en monochrome. Et bien en couleur, ça va être le même principe, mais un peu plus sophistiqué. Rappelez-vous, pour afficher des pixels en noir et blanc, on était passé en haute résolution. La raison, c'est que ce mode est toujours en monochrome. Donc, c'est le plus simple. Mais pour afficher des pixels en couleur, on va devoir revenir en basse résolution. La basse résolution, c'est le mode par défaut de l'Atari ST. C'est le mode utilisé par quasiment tous les jeux et toutes les démos. Donc, c'est le plus important. Presque tous les programmes qu'on a fait ensemble étaient en basse résolution. Alors voici un rappel de ce qu'on a appris jusqu'ici. En basse résolution, l'image fait 320 pixels de large et 200 lignes de haut. Chaque ligne fait 160 octets. Chaque ligne est découpée en 20 groupes de 16 pixels. Donc chaque groupe de 16 pixels occupe 8 octets, soit 64 bits. On a déjà vu la formule pour calculer l'adresse d'un groupe de 16 pixels. Je n'y reviendrai pas. Si besoin, vous pouvez aller revoir la vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces fameux 8 octets pour comprendre comment sont codés les pixels. Vous avez vu comment ça se passe en monochrome. C'est comme si l'écran de l'Atari ST était un espace à 3 dimensions. D'abord le numéro de ligne, de haut en bas, puis le numéro du bloc de 16 pixels, de gauche à droite, et à l'intérieur du bloc, le numéro du pixel, lui aussi, de gauche à droite. En basse résolution, c'est presque pareil, à la différence près qu'on peut afficher 16 couleurs en même temps. L'Atari ST supporte 512 nuances de couleurs différentes, ou même 4096 sur STE. Normalement, il ne peut pas les afficher tout à la fois. C'est comme si on avait une grande boîte de 512 crayons, mais on ne peut en choisir que 16 en même temps pour dessiner une image. Ces 16 couleurs qu'on a sélectionnées, c'est ce qu'on appelle une palette de couleurs. Chaque emplacement est identifié par un numéro de couleur de 0 à 15. J'aime bien utiliser 2Gazélite pour afficher la palette, parce qu'il affiche les couleurs dans l'ordre hardware, c'est-à-dire leur ordre naturel, qui est également utilisé par le XBIOS et qu'on va utiliser aujourd'hui. On peut aussi afficher la palette avec le panneau de contrôle. Mais attention, il affiche les couleurs dans un ordre différent, que l'on appelle ordre VDI. Et en plus, il utilise une palette différente. Alors laissons ça de côté pour l'instant. Aujourd'hui, on va tout simplement utiliser la palette par défaut du TOS. Mais revenons à nos 16 couleurs. Vous le savez, 16 est égal à 2 puissance 4. Ça signifie que pour coder la couleur d'un pixel, on aura besoin de 4 bits. Un groupe de 16 pixels, avec 4 bits par pixel, ça fait 16 fois 4 bits, soit 64 bits en tout. Vous voyez, on retrouve le même nombre de bits qu'avec l'autre calcul. Donc, c'est tout bon. Alors maintenant, la grande question c'est comment sont organisés ces 64 bits? Dans la vidéo précédente, on a vu qu'en monochrome, un groupe de 16 pixels était codé sur un mot de 16 bits en big endian. Le pixel de gauche est codé sur le bit de poids fort. Et ainsi de suite jusqu'au pixel de droite sur le bit de poids faible. Donc deux pixels qui sont côte à côte sur l'écran sont représentés par des bits qui sont eux aussi côte à côte dans leurs mots. Mais on a dit qu'en basse résolution, on aurait besoin de 4 bits par pixel. Alors est-ce qu'un pixel va occuper 4 bits consécutifs? Eh bien non. Sur Atari ST, ça ne marche pas comme ça. Que ce soit en monochrome ou en couleur, un pixel occupe toujours un bit de large. Mais alors, comment on fait pour stocker la couleur? Puisque la case fait 1 bit de large, on ne pourra jamais y faire tenir 4 bits. Alors où est-ce qu'on les met ces bits de couleur? Il faut bien les caser quelque part. Ils sont où? Eh bien, ils se cachent dans la 4e dimension. Voilà le grand secret. Les bits de couleur sont placés dans une dimension supplémentaire que l'on appelle la profondeur. En fait, chaque groupe de 16 pixels est un tableau de bits à 2 dimensions.
La largeur représente la position du pixel, comme d'habitude, et la profondeur représente les bits de son numéro de couleur. Voici comment ça marche. Disons que je veux afficher un pixel jaune. Je cherche cette couleur dans la palette, et je m'aperçois qu'elle porte le numéro 3. Je prends ce numéro de couleur, et je le convertis en binaire sur 4 bits. On le sait, 3 convertis en binaire, ça donne 0011. Ensuite, il faut que j'écrive ce nombre binaire verticalement. Mais attention, il faut l'écrire en Little Endian, c'est-à-dire en commençant par le petit bout. En l'occurrence, par le bit 0. C'est perturbant, n'est-ce pas? On n'est pas habitué à lire les nombres de droite à gauche. Alors si on veut, on peut les lire comme d'habitude de gauche à droite, mais les écrire de bas en haut. Ça revient au même. Alors, allons-y. 0, 0, 1, 1. Voilà, mon pixel est complet. Mais je vous l'ai dit et répété, les pixels sont toujours regroupés par 16. Alors je fais la même chose avec 15 autres pixels. Par exemple, un pixel rouge, c'est la couleur numéro 1. 0001. Un pixel bleu, 0100. Un pixel mauve, 1101. Et ainsi de suite, je choisis les couleurs que je veux pour former mon image. Voilà, je me retrouve avec une belle matrice de 64 bits. Maintenant, comment va-t-on stocker ces bits en mémoire? Eh bien, de cette manière. Il faut regrouper tous les bits 0 pour former un mot de 16 bits que l'on appelle le plan 0. Pour que ce soit plus compact, j'écris cette valeur en hexadécimal. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de bits. Rappelez-vous, pour convertir un grand nombre binaire en hexadécimal, il suffit de le faire par groupe de 4. En l'occurrence, D, 3, 0, C. Ensuite, je fais la même chose avec le plan 1, le plan 2 et le plan 3. Finalement, on obtient 4 mots de 16 bits. Ils sont rangés en mémoire comme d'habitude, les uns après les autres, en big endian. D30C, 8461, 31C7, 1C89. Eh bien les voilà, nos 8 octets. Vous voyez, c'est assez bizarre. Les pixels sont rangés horizontalement. Mais ce sont leurs bits de couleur qui sont regroupés par 16, sous forme de plans, qui sont stockés les uns après les autres. Et attention, les plans sont stockés en Little Endian, c'est-à-dire en commençant par le plan 0. Alors que tout le reste, sur Atari ST, fonctionne en Big Endian. Ou presque. Pour résumer, on vient de voir qu'un groupe de 16 pixels est en fait formé de 4 plans de 16 bits qui se combinent pour produire les couleurs. Mais n'oubliez pas que juste à côté, il y a un autre groupe de 16 pixels, qui lui aussi est composé de 4 plans. Et ainsi de suite, jusqu'à 20 groupes par ligne. Et en dessous, ça continue sur 200 lignes. Ce qui fait 4000 groupes au total. Vous voyez, c'est vertigineux. Maintenant, si on considère tous les mots d'un plan, on voit qu'ils forment un rectangle sur tout l'écran. Et c'est la même chose pour les 4 plans. En fait, c'est comme si c'était des calques, qui se combinent pour former les couleurs. Mais attention, ne vous méprenez pas. Ça ne veut pas dire que les plans sont devant ou derrière les autres. Au moment de l'affichage, tous les plans sont aplatis. Et c'est ce qui donne naissance aux couleurs. Cette notion de profondeur, dont on vient de parler, c'est juste une manière d'exprimer le nombre de bits nécessaires pour stocker un pixel. Cette structure de mémoire, dans laquelle les bits de couleur sont stockés séparément, c'est ce qu'on appelle des bitplanes. Combinés ensemble, ils forment des modes vidéo qualifiés de planars. C'était une organisation très commune dans les années 80, notamment sur l'Atari ST et l'Amiga. Mais ces deux machines stockent les bitplanes différemment. Sur Atari ST, les bitplanes sont entrelacés tous les 16 pixels dans un seul frame buffer, comme on vient de le voir. Alors que sur Amiga, les bitplanes sont stockés séparément dans des buffers indépendants. En pratique, ça revient quasiment au même. Mais pour accéder aux pixels, les calculs sont différents.
On peut quand même se demander pourquoi les concepteurs de ces machines ont choisi des structures de données aussi complexes. Le principal avantage, c'est qu'on peut effectuer des opérations logiques sur 16 pixels à la fois. Et pour doubler le nombre de couleurs, il suffit d'ajouter un bitplane. Les routines peuvent facilement s'adapter. Mais l'inconvénient des modes planars, c'est qu'ils compliquent l'accès aux pixels individuels. Pour changer un seul pixel, il faut effectuer des opérations logiques sur plusieurs octets. Et vous avez deviné, c'est lent et pas très commode. Mais en s'y prenant comme il faut, on y arrive. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Ça va? Pas trop traumatisé? Ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'il y a de plus compliqué sur Atari ST. Ces bitplanes, c'est la clé de toute programmation graphique en couleur. Dès qu'on a compris ça, tout le reste coule de source. Alors sans plus attendre, passons au programme pour afficher ces pixels. Maintenant, vous connaissez tout ça par cœur. On reprend ce qu'on a fait dans les programmes précédents. Je mets un commentaire en début de programme, je sauvegarde le mode vidéo, je passe en basse résolution pour pouvoir lancer le programme depuis la moyenne, et je cache la souris. Dans ce programme, on va utiliser la palette par défaut. Donc normalement, on ne devrait pas avoir besoin de la modifier. Mais je le fais quand même avec cette palette. Vous voyez, j'ai repris la palette par défaut. On reparlera des couleurs en détail la prochaine fois. En fait, si j'ai fait ça, c'est pour pouvoir lancer le programme depuis la moyenne résolution. Comme la palette de la moyenne résolution est différente, il faut que je remette la palette de la basse résolution pour que ça marche dans tous les cas. Ensuite, je récupère l'adresse du frame buffer et je la stocke dans A3. Puis j'efface tout l'écran, et nous voilà prêts à afficher des pixels. Dans un premier temps, je vous propose d'afficher tout simplement la palette sur le premier groupe de 16 pixels en haut à gauche. On a déjà vu le motif binaire tout à l'heure. Donc, je le reprends tel quel, et je l'affiche avec des move.w. On va s'attarder un peu sur ces quelques lignes, pour être sûr de bien comprendre. Tout d'abord, il y a 4 lignes, une par plan. Plan 0, 1, 2 et 3. Ensuite, j'ai utilisé le préfixe %, pour spécifier des valeurs binaires. Dans notre cas, c'est pratique, parce qu'on voit bien les valeurs des bits. Vous voyez, si je lis les valeurs verticalement, de bas en haut, on voit bien les numéros de couleur des pixels. 0, 1, 2, 3, etc. Ensuite, regardons les destinations. Le premier mot du plan 0 se trouve tout au début du frame buffer. Donc j'écris tout simplement parenthèse A3. Le plan 1 se trouve 2 octets plus loin. Donc j'écris 2A3. Et ainsi de suite. Vous voyez, quand on a compris, c'est très facile. Ensuite, j'attends une frappe au clavier pour qu'on voit le résultat. Puis je restaure le mode vidéo et je quitte le programme. J'assemble, j'exécute. Évidemment, les pixels sont tout petits. Alors, je zoome. Voilà, on retrouve bien notre palette. Notez que la bordure s'affiche toujours avec la couleur 0. Mais comme j'ai choisi la couleur 0 pour le premier pixel, on ne le voit pas. Rassurez-vous, il est bien là. Ensuite, je vous propose d'afficher ces mêmes couleurs une autre fois, juste à droite. C'est-à-dire sur le groupe de 16 pixels suivant. Donc je prends les mêmes valeurs, et je les écris 8 octets plus loin. Pour éviter de faire les calculs moi-même, et risquer de me tromper, je fais calculer les offsets à DEFPAC. 8 plus 0, 8 plus 2, 8 plus 4, 8 plus 6. Je teste. Ça marche. Maintenant, on va afficher ces pixels en dessous, au début de la deuxième ligne. Vous le savez, une ligne fait 160 octets. Donc les offsets deviennent 160 plus 0, 160 plus 2, 160 plus 4, 160 plus 6. Ça marche. Et encore un dernier cas, pour changer un peu, on va prendre les couleurs que j'ai utilisées dans mon exemple. Et les afficher encore en dessous, sur la troisième ligne. C'est-à-dire la ligne numéro 2. Je récupère le motif de bit,
Et comme offset pour la ligne numéro 2, j'utilise 160 x 2 plus 0, 160 x 2 plus 2, 160 x 2 plus 4, 160 x 2 plus 6. Je teste. On retrouve bien les couleurs de l'exemple. Donc, c'est tout bon. Vous voyez, l'important c'est de bien avoir compris la structure des données. Ensuite, ça va tout seul. Notez que si j'avais voulu que ce soit moins long, j'aurais pu spécifier les valeurs en hexadécimal. Ça revient au même. Ou même utiliser 2move.l. Peu importe les instructions, il suffit que les valeurs soient écrites au bon endroit. Deuxième exercice. On va reprendre le jeu du serpent qu'on a fait la dernière fois en monochrome. Mais on va l'adapter pour pouvoir dessiner en couleur. Rappelez-vous, il s'agit d'afficher un pixel et de le déplacer avec les flèches du clavier. On avait décidé de stocker la coordonnée X dans le registre D3 et la coordonnée Y dans D4. Eh bien, on va ajouter une autre variable, le numéro de couleur dans le registre D5. Je l'initialise à 1, c'est-à-dire rouge, pour qu'on le voit bien. On affiche le pixel à sa position initiale, puis on attend une frappe au clavier. Selon la touche appuyée, on fait une action différente. Droite, gauche, bas, haut. J'ajoute deux nouveaux tests. Les touches plus et moins du pavé numérique, qui vont nous servir à changer de couleur. Sur la touche plus, j'ajoute 1 au numéro de couleur, j'affiche le pixel, et j'attends à nouveau l'appui d'une touche. Et sur la touche moins, je fais presque pareil, si ce n'est que je soustrais 1. Ensuite, passons au cœur du sujet. La routine 7 pixels. Avant toute chose, je documente la liste des registres utilisés en entrée. Et maintenant, il va falloir réfléchir un peu. On a dit que, horizontalement, les pixels sont regroupés par 16. Donc la coordonnée X est répartie sur deux dimensions. Le numéro du groupe de 16 pixels sur la ligne, et le numéro du pixel dans le groupe. Vous le savez, à chaque fois qu'il est question de groupe, il faut faire une division. On prend la coordonnée X, et on la divise par 16. Le quotient donne le numéro de groupe. Et le reste, que l'on appelle aussi modulo, donne le numéro du pixel dans le groupe. La première des choses à faire, c'est de calculer l'adresse du groupe de 16 pixels. Vous connaissez la formule par cœur. C'est l'adresse du frame buffer, plus la taille d'une ligne multipliée par le numéro de ligne, plus la taille d'un groupe multiplié par le numéro du groupe. Ce qui donne, en basse résolution, adresse du frame buffer, plus 160 fois y, plus 8 fois x divisé par 16. On a déjà écrit le code pour effectuer ce calcul. Alors, je le reprends tel quel. Maintenant, passons au numéro de pixels dans le groupe. Ici aussi, on reprend le code de la dernière fois. Je récupère la coordonnée X dans D1, et je masque les 4 bits de poids faible pour récupérer le reste de la division par 16. Comme le premier pixel est codé sur le bit de poids fort, je mets son bit à 1 dans le registre D0. Et je décale la valeur vers la droite selon le numéro de pixel. Donc après ça, le registre D0 contient un seul bit à 1 sur la bonne position. Maintenant, il va falloir s'occuper des bits planes. En monochrome, les choses étaient simples. On était parti d'un écran vide et on s'était contenté d'afficher les pixels avec OR. Mais en couleur, il va falloir traiter séparément chaque bit du numéro de couleur. En théorie, il faudrait recopier chaque bit au bon endroit sur son plan. Mais le 68000 n'a pas d'instruction pour recopier un seul bit. Alors on va devoir utiliser les opérations logiques de l'algèbre booléenne. On a déjà vu tout ça en détail. Pour mettre un bit à 1, il faut utiliser OR. Et pour mettre un bit à 0, il faut utiliser AND NOT. Donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir traiter les 4 plans séparément. Tout d'abord, je récupère le numéro de couleur depuis D5 et j'en fais une copie dans D1. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur D1 sans modifier le numéro de couleur original. Ensuite, j'utilise le registre D7 pour faire une boucle sur 4 plans. Maintenant, la question c'est, comment tester séparément chaque bit du numéro de couleur? On aurait pu utiliser l'instruction BTST, dont c'est précisément l'objet. Mais on veut tester les bits dans l'ordre croissant. De son côté, la boucle des bras compte à l'envers.
Donc ce n'est pas commode. Mais il existe une autre solution. C'est l'instruction LSR, qui décale les bits vers la droite. Prenons une valeur au hasard. L'instruction LSR décale tous les bits vers la droite. À gauche, sur le bit de poids fort, c'est toujours un 0 qui apparaît. Et à droite, le bit 0 disparaît du registre. Mais ce bit 0 n'est pas perdu pour autant. En fait, il se retrouve sur le témoin C du processeur. La retenue. Ensuite, on peut utiliser les instructions habituelles. BCS pour sauter si C était à 1, ou BCC pour sauter s'il était à 0. Donc selon l'état du bit 0, on peut faire des traitements différents. Et ça nous arrange bien, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. Revenons au programme. Puisque D1 contient une copie du numéro de couleur, on peut le modifier sans crainte. Alors, on le décale d'un bit vers la droite. Le bit 0, qui représente le plan 0, se retrouve sur le témoin C. S'il est à 0, on utilise BCC pour sauter à la routine clearbit qu'on verra dans un instant. Mais si on n'a pas sauté, ça veut dire que ce bit était à 1. Donc on écrit ici l'instruction qui permet de faire passer le bit du pixel à 1. Et vous la connaissez? C'est OR.W, D0, parenthèse A0, comme un monochrome. Mais en couleur, on ajoute un petit raffinement. Ce petit plus après A0. Ça signifie qu'après l'instruction, A0 pointera sur le mot suivant. En l'occurrence, sur le plan 1. Donc il sera prêt pour le prochain tour de boucle. Ensuite, je saute au label endPlane, pour terminer la boucle avec des bras. Vous voyez l'astuce? Avec LSR, on égrène les bits un par un à partir de 0. Et avec A0+, on avance tranquillement sur les plans. Donc en bouclant 4 fois, on traite tous les bits et tous les plans. Dernier point, le cas clearbit, pour mettre le bit à 0. On a dit qu'il fallait utiliser end note. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire le note, puis le end. Notre bit est dans le registre D0. Mais comme on s'en resservira pour les autres plans, il ne faut pas le modifier. Alors j'en fais une copie temporaire dans D2. Je fais note, puis end, avec destination à 0+, pour mettre le bit du plan à 0. Et on termine la boucle avec des bras. Et bien voilà, c'est fini. À chaque tour de boucle, on modifie les 4 plans avec des 0 ou des 1. Quelles que soient les anciennes valeurs, on redéfinit complètement la couleur du pixel. Je teste. Le pixel rouge s'affiche. Je me déplace avec les flèches. Ça marche. J'appuie sur plus. La couleur change immédiatement. Et je peux continuer à dessiner. Mission accomplie. Attention, je précise que ce code n'est pas optimisé. Ça veut dire qu'on pourrait l'améliorer pour qu'il soit plus rapide. Mais pour aujourd'hui, c'est tout à fait suffisant. L'important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Pour résumer, l'Atari ST utilise des modes vidéo planars. Ça signifie que les numéros de couleur des pixels sont codés sur des bitplanes. Quelle que soit la résolution, les bitplanes sont entrelacés tous les 16 pixels en commençant par le plan 0. L'écran est découpé en groupes de 16 pixels sur 2 dimensions, largeur, hauteur. Chaque groupe de 16 pixels est un autre espace à 2 dimensions, largeur, profondeur. Au moment de l'affichage, ces 2 niveaux de largeur se cumulent pour produire un flux continu de pixels. Et la profondeur est aplatie pour donner naissance aux couleurs. Au total, ça fait donc 4 dimensions à manipuler pour afficher un pixel. Et vous aurez compris, ça demande quelques efforts. Mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà, maintenant vous savez tout sur les bitplanes. C'est la structure fondamentale des images sur Atari ST. Aujourd'hui, on a affiché un seul pixel. Et bien pour afficher des blocs de n'importe quelle taille, ce sera le même principe. Évidemment, on aura intérêt à manipuler plusieurs pixels à la fois. Mais ça, ce sera pour une autre fois. En attendant, je vous laisse vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour la suite. Salut!